conservatoire, c'est un établissement public administratif de l'État qui, en fait, c'est comme un établissement propriétaire. On est un établissement propriétaire, on n'est pas un établissement gestionnaire comme peut l'être le Parc national ou l'ONF. Ce qui fait aussi que notre mission principale est à la fois de constituer un domaine par l'acquisition de terrains sur le littoral qui sont soit remarquables ou menacés par l'urbanisation, par le recul du trait de côte, par plein de choses. Et en fait, la loi donne un droit de priorité pour la gestion des sites du conservatoire aux collectivités. Donc systématiquement, quand le conservatoire a des terrains, il doit proposer à la collectivité, si elle souhaite, reprendre la gestion de ces terrains-là. La gestion, en fait, elle va couvrir des missions, on va dire, du quotidien, qui vont être de la surveillance, qui vont être de l'entretien des sites, et qui vont être aussi sur un projet d'animation et de développement, en fait, de ce site-là. Le conservatoire, lui, il se focalise essentiellement sur sa mission de propriétaire, qui va être de réaliser les gros investissements. Si par exemple il y a un aménagement qui doit être fait pour l'accueil du public, c'est la mission du conservatoire. Par contre, une fois que l'équipement existe, la gestion, l'entretien de l'équipement, voilà, repasser un coup de lasur, nettoyer, ça reste de la compétence du gestionnaire, comme un peu un propriétaire et son locataire. C'est un peu la même chose. Donc la mission du conservatoire reste bien sur une mission de propriétaire. On constitue un domaine, on l'aménage pour l'ouverture du public, et cet aménagement-là doit respecter en fait deux choses. C'est essentiellement tenir compte de la sensibilité du milieu. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les 50 pas sont des espaces qui sont sous l'influence de la mer, donc qui bougent, qui évoluent. Et donc les aménagements qu'on fait doivent aussi pouvoir s'adapter. C'est pourquoi, systématiquement, on va rechercher des aménagements qui sont réversibles, qui sont légers. Les techniques même pour les petites paillotes de type carbé ont évolué. On n'est plus sur des dalles béton, on est sur des choses, sur des pieux vissés qui peuvent être bougés. Et donc toute cette technologie est mise au service d'une meilleure adaptabilité face à l'évolution des sites littoraux. Donc ce partenariat qui est un vrai partenariat avec les collectivités, alors il peut arriver qu'une collectivité nous dise nous on ne souhaite pas assurer la gestion. Donc la loi nous permet aussi de nous tourner ensuite vers des établissements publics ou des associations qui peuvent aussi être gestionnaires de sites du conservatoire. C'est un modèle qu'on voit peu en Guadeloupe parce que la plupart des collectivités, des communes notamment, ont souhaité prendre cette gestion. Si je prends l'exemple de la Martinique, c'est plutôt les intercos qui se positionnent. En Guyane, on va avoir à la fois des collectivités mais aussi des associations qui assurent la gestion des sites. Il y a un modèle qu'on essaye aussi de promouvoir de plus en plus et qui est à l'œuvre notamment à Marie-Galante et dans le Nord-Bas-Terre du côté de Sainte-Rose, c'est le modèle de la cogestion. C'est-à-dire la collectivité assure la gestion globale des sites, mais sur un site en particulier, soit parce qu'il y a un projet d'animation, soit parce qu'il y a un projet de restauration, une aire éducative, etc. On va permettre à une association de s'intégrer, de s'impliquer aussi dans la vie des sites. Donc, ce qui permet aux collectivités d'avoir une forme de garantie de présence aussi sur les sites et finalement de démultiplier les moyens qui sont mis au service de l'attractivité du territoire. J'emploie volontairement le terme d'attractivité parce qu'on entend souvent oui, le conservatoire joue avec des sous cloches. Je rappelle, ce sont des espaces publics, mais qui sont aussi des aires protégées. Le conservatoire est aussi une émanation de ce qui était la DATAR, qui était une délégation interministérielle pour l'attractivité des régions. Donc on est bien sur une logique équilibrée, mais pour qu'il y ait cet équilibre, il faut qu'il y ait une gestion qui soit mise en place par la collectivité ou les associations en lien avec le conservatoire. Et donc le dispositif peut se résumer en 3 points. On a une convention de gestion, donc avec la collectivité ou l'association. On a généralement ce qu'on appelle un plan de gestion, mais qui peut prendre différentes formes. C'est grosso modo le projet qu'on souhaite mener dans les 6 années, soit pour aménager les sites, soit pour les faire vivre. Mais il y a un projet à un moment donné qui doit être construit avec le conservatoire et le gestionnaire pour savoir où on va, vers où on veut aller. Et le 3e point du dispositif, c'est le dispositif de garderie. Et dans le dispositif de garderie, le gestionnaire a la possibilité de faire commissionner un agent ou des agents
qui sont commissionnés au titre du Code de l'environnement comme garde du littoral. Donc jusqu'à récemment, en Guadeloupe, on en avait au sein des collectivités que 2. Il y en avait un en Allo et un à Terre de Haut. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents qui ont pu bénéficier, on a à peu près 6 qui sont employés par les collectivités et qui ont pu suivre cette formation commissionnement et qui sont en train de passer serment. Donc typiquement, il y a Louis qui est présent pour la commune de Sainte-Rose qui désormais est un agent commissionné et donc qui peut mener des actions de police sur les terrains du conservatoire du littoral. Donc ça renforce le dispositif de garderie et de gestion sur les sites dans les communes. Et nous, en interne, il y a justement Laurine qui est présente, qui n'est pas encore commissionnée, mais qui a vocation à l'être, et qui est le point d'entrée de l'ensemble de vos services, justement, pour ces questions de médiation, de police, de surveillance, en gros, tout ce qui va concerner les procédures en vue de trouver des ententes ou de faire libérer les sites du conservatoire. Donc on a maintenant ce point d'entrée et qui est à disposition pour vous accompagner dans la gestion des sites. Parmi les points que j'avais relevés aussi, le conservatoire est doté d'une mission de police. Donc on peut dresser des contraventions de grande voirie comme l'agence. Il y a 2 subtilités, c'est que contrairement à l'agence dans les espaces naturels, l'amende auquel s'exposent les contrevenants est beaucoup plus réduite. Elle est de classe 5, donc en gros c'est des amendes de 1 500 €. Mais le gros avantage d'une contravention de grande voirie, c'est pas de faire payer, c'est de faire remettre en état les sites, et c'est ça qui coûte. Donc généralement, la remise en état va être faite aux frais et aux risques et périls du contrevenant. Donc c'est des choses qu'on arrive à faire appliquer dans 80% des cas à l'amiable. Donc si vous entendez des contentieux ou des affaires sur le terrain du conservatoire, il faut vous dire que c'est dans les 20% des personnes qui n'ont pas souhaité s'inscrire dans une démarche de médiation et de règlement à l'amiable. Donc la grande majorité des cas qu'on traite sont réglés à l'amiable. Ce sont des procédures aussi qui peuvent prendre du temps, parce que généralement, ce qui coince les contrevenants, c'est soit l'argent, soit le temps. Donc c'est aussi sur ces choses-là qu'on travaille pour trouver le bon compromis. Et la grosse particularité qu'on a sur les sites du conservatoire en Guadeloupe, c'est qu'on a aussi un héritage, un peu comme l'agence. L'essentiel des occupations qu'on traite encore aujourd'hui sont des occupations qui sont anciennes, et dont on a hérité au moment où l'État nous a transféré ces terrains-là. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas traiter non plus par-dessus la jambe, c'est des choses qu'il faut prendre le temps d'exposer aux gens. En revanche, on a aussi des infractions récentes, et à ce moment-là, on est sur un autre dispositif, et généralement, sur les infractions récentes, on n'est pas la seule instance compétente pour pouvoir intervenir, parce que généralement, on va être sur une infraction du Code de l'urbanisme, une infraction du Code de l'environnement hors champ du conservatoire. Et donc là, il y a toute cette coordination de police qui peut se mettre en œuvre pour faire cesser l'infraction. On parlait également de régularisation. La grosse distinction sur les terrains du conservatoire, c'est que tout ce qui va être habitation ne peut pas être régularisé sur le terrain du conservatoire. Parce que de fait, juridiquement, on est sur un espace naturel. Et donc, on ne peut pas habiter des espaces du domaine public maritime naturel en France. C'est comme ça. Par contre, on peut être face à d'autres usages, d'autres activités qui soit ont un lien avec la mer ou avec une activité qui peut contribuer à la valorisation des sites. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans une régularisation sous la forme d'une convention d'occupation temporaire où il y a un cahier des charges qui peut être appliqué, etc. Donc c'est toujours du cas par cas. Mais retenez bien que tout ce qui est habitation, en fait, n'a pas sa place dans un espace naturel. Tout ce qui est autre activité ou usage, qu'il soit agricole, économique ou autre, peut rentrer dans une analyse au cas par cas pour qu'on trouve un bon compromis, entre guillemets. Et le fruit, en fait, parce que toute occupation du domaine public donne lieu à une redevance, et le fruit, en fait, de ces redevances-là est reversé au gestionnaire. Donc le gestionnaire est bénéficiaire des redevances qui sont perçues dans le cadre d'activités régulières autorisées par le conservatoire du littoral. Et c'est ce qui fait la particularité, notamment des terrains du conservatoire qui sont dans les 50 pages géométriques, c'est qu'on est à la fois sur des terrains publics, donc
ouverts à différents usages, et en même temps sur des aires naturelles protégées, donc qui obéissent aussi à certaines réglementations spécifiques où on ne peut pas tout faire. Et c'est vraiment sur ces deux piliers que tout le cadre réglementaire qui va venir s'insérer dans la gestion des terrains du conservatoire, en fait, on va devoir trouver le bon équilibre entre l'ouverture au public et la protection de ces espaces-là. Et souvent, vous allez voir revenir la notion de sensibilité du milieu. Voilà, les plages sont ouvertes, elles sont publiques, mais certaines aussi sont surfréquentées, donc au moins on trouve la bonne mesure. Et c'est là où le cadre réglementaire peut venir préciser certains aspects. Et enfin, par rapport au découpage qui a été présenté entre les terrains de l'ONF, ceux de l'agence, enfin sous gestion de l'agence, du conservatoire, etc., pour avoir une idée un peu globale, il y a à peu près la moitié des côtes en linéaire en Guadeloupe qui sont naturelles, et il y a l'autre moitié qui est urbaine ou urbain diffus. Sur les terrains du conservatoire, il y a une recherche aussi de cohérence avec les terrains de l'ONF, puisque les agents de l'ONF disposent en fait de compétences pour faire de la surveillance sur les terrains du conservatoire. Donc au moins sur les parties naturelles, sachez que les agents de l'ONF et du conservatoire sont aussi des alliés pour vous dans le cadre de la gestion de votre territoire, parce qu'il y a des habilitations qui permettent de mener des actions coordonnées sur ces territoires. On peut être un outil de partenariat sur des projets d'aménagement, de connaissance des sites, d'animation. Mais le conservatoire, du fait de sa mission, qui est aussi d'acheter des terrains sur le littoral, on peut être parfois l'acteur qui permet justement d'avoir une maîtrise foncière publique pour permettre certains projets. La question des sentiers littoraux en est une. Le conservatoire n'intervient pas sur tout le territoire. En fait, il a défini des zones stratégiques sur le littoral à l'horizon 2050, donc des sites qui présentent un intérêt. Et pour pouvoir nous permettre de prospecter des terrains, on passe devant les conseils municipaux qui émettent un avis sur le périmètre qu'on a découpé. Et donc sur Petit-Bourg, justement, tout le secteur, on va dire, côté Arnouville, et une alternance de terrain privé et terrain public, où on est déjà présent, mais pas sur tout le linéaire. Et donc ça fait partie des moyens d'action qu'on a, qui est de prospecter ces terrains en vue de les maîtriser foncièrement, pour permettre le passage du sentier du littoral. Les cas de figure où on va être amené à contourner ou à détourner en fait, le tracé initial, c'est surtout quand on a soit pas la maîtrise, soit qu'il y a des raisons techniques qui imposent de passer un peu en retrait. Mais pour ça, on a justement fait l'étude de faisabilité qui s'achevait en 2023, avec le projet très ambitieux, je l'avoue, de relier la Pointe-à-Donne à Jarry jusqu'à Goyave, en sentier littoral. Et donc on a au moins permis de faire le zoom sur certains secteurs où il y avait déjà une maîtrise foncière publique, et d'autres secteurs où pour y arriver, il faudrait mener une action foncière. Toute collectivité, établissement ou association qui porte un projet ou souhaite s'inscrire dans une relation dans la durée, peut nous soumettre justement son projet. Et typiquement, avec une intercommunalité en plus qui fait de la planification, que ce soit dans le cadre de son PCAET, dans le cadre de son CRTE, dans le cadre d'autres programmes qui touchent à l'ensemble des communes de son territoire, on peut rentrer soit dans une logique de partenariat et donc où on identifie des secteurs dans lesquels on fait des investissements communs. Ça peut être aussi l'exemple que je prends parfois, mais qui était uniquement sur la partie travaux. On a fait des partenariats avec la région dans le cadre du programme Océan, où la région est une maître d'ouvrage déléguée sur des terrains du conservatoire pour renouveler des équipements. Mais le partenariat peut aller même au-delà des travaux, c'est vraiment sur un programme d'action commun. Et donc c'est tout à fait possible et même souhaitable pour venir en complément de l'action quotidienne des collectivités, enfin des communes.